Ça, c'est Zelda Majora's Mask, un jeu banal qui est sorti sur Nintendo 64 et Nintendo 3DS avec un remake. On a un héros, Link, qui doit sauver le monde entier, comme à peu près 80% des jeux vidéo d'action-aventure aujourd'hui. Zelda, c'est une licence créée par Nintendo. Je dirais pas la licence de jeu d'aventure la plus connue du monde, mais on s'en rapproche. Le succès de ces jeux n'est absolument plus à justifier. Quand un Zelda sort, on sait que le jeu sera tout simplement incroyable, que les copies se vendront par millions et que le jeu deviendra un incontournable. On le sait. Mais pourquoi ça marche aussi bien? Contrairement à des RPG ou autres genres dans lesquels il faut gagner des levels pour avancer, dans Zelda, un système d'objets est présent pour donner une certaine linéarité dans l'histoire du jeu. On avance dans une zone, on fait un donjon dans lequel on gagne un objet quelconque, l'histoire se poursuit et cet objet va nous permettre de débloquer une nouvelle zone, et ainsi de suite. Cette formule donne un rythme incroyable. On s'ennuie jamais car on doit jamais se dire « mince, je dois encore gagner 5 niveaux de plus pour que mon attaque et ma défense augmentent de 10 points pour ensuite aller battre ce boss ». Les jeux Zelda sont toujours perçus comme un monde vivifiant, coloré, une bouffée d'air frais qu'on aspire une fois rentré du travail ou de l'école. On veut jouer à Zelda car on sait qu'on va automatiquement passer un bon moment. Sauf que là... Ok, c'est quoi ça? Pourquoi ce jeu n'est pas normal? Il ne ressemble en rien aux autres jeux. Pourquoi j'ai un timer en bas de l'écran? Pourquoi le jeu est si terne? Pourquoi j'ai un sentiment de malaise? Ce jeu, c'est clairement une anomalie en fait. On le comprend dès les premiers instants où on pose nos pieds dans cette ville. Ça respire pas le bonheur, ni le sentiment qu'on va passer un très bon moment. Ce jeu a marqué les esprits. Pourquoi? Tout simplement pour le stress qu'il procure. Ok, laissez-moi vous expliquer. Dans ce Zelda, on a 3 jours pour sauver le monde de la chute de la lune. Dès les premières heures de jeu, on comprend que l'on va devoir aller aider 4 géants à travers les 4 régions de la carte pour qu'à leur tour, ils viennent nous aider en stoppant la lune. Problème? Les 3 jours. Comment sommes-nous censés faire en 3 petits jours pour terminer le jeu vidéo entier? Surtout que ce ne sont pas 3 jours de 24 heures, non, ce serait beaucoup trop simple. 1 heure dans le jeu correspond à 1 minute dans la vraie vie. On dispose donc de 72 minutes pour terminer ce Zelda théoriquement. Bon, heureusement, le jeu avait prévu le coup. Nous avons un système de voyage dans le temps qui nous aide, mais là n'est pas la question. Vous comprenez ce que je veux dire? Un stress omniprésent ressenti par le joueur créé par plusieurs éléments de gameplay. Tout d'abord, le timer en bas de l'écran. D'habitude, dans les jeux vidéo, l'heure est quelque chose de secondaire. On peut le voir apparaître quelques secondes, puis disparaître juste après parce que bof, à quoi ça sert au final? Là, non. On a un timer de 3 jours omniprésent qui nous chuchote à chaque instant « Dépêche-toi ». Ensuite, les PNJ du jeu. Aucune joie de vivre, tous ici pour le travail, tous en se lamentant sur leur sort en voyant la lune se rapprocher. Également la musique. Plus l'échéance arrive à son terme, plus la musique s'accélère comme si elle nous chuchotait également « Dépêche-toi ». Et dernier exemple, tout bête, mais qui a son importance tout de même, le nom de la région où se passe le jeu. Termina. Bref, vous l'aurez compris, cet endroit n'est pas un endroit de bonheur, clairement, mais plus un endroit où on a l'impression que tout va se terminer. Et c'est là qu'une théorie entre en compte. Une théorie non confirmée par Nintendo eux-mêmes, mais extrêmement appréciée par les fans. La théorie des 5 étapes du deuil. Ok, c'est quoi cette théorie sortie de nulle part? Avant de commencer, mon but dans cette partie n'est pas de vous faire un cours de psychologie, mais plutôt de vous expliquer pourquoi cette théorie très particulière est extrêmement efficace sur ce jeu très particulier. Donc, selon Elisabeth Kubler-Ross, une chercheuse psychiatre de renommée mondiale, le deuil est défini par 5 étapes que nous allons essayer de faire transparaître dans l'ordre grâce à ce jeu. Ok, la lune va tomber, mais pourquoi tout le monde est là? Pourquoi personne ne bouge? Pourquoi personne ne part? Tout le monde est occupé à préparer le festival du village. On parle à plusieurs PNJ, tous se demandent si la lune va tomber, mais personne ne semble réagir à
Ça. Pourtant cette rune est énorme, on le voit bien. Mais tout le monde est dans le déni. On peut même observer une discussion entre le maire du village et plusieurs travailleurs qui ne veulent pas croire à cette chute de lune. Pourquoi une telle obstination? Là n'est pas la question. Continuons plutôt notre voyage entre les différentes régions. Un sentiment désagréable, un véritable fléau pour certains, et un problème totalement bénin pour d'autres. Ici ce sont les Mojo, de toutes petites créatures toutes mignonnes qui possèdent une famille royale. Tous ces Mojo sont dans une colère noire à cause de la disparition de la princesse Mojo. Le roi, quant à lui, troublé par sa colère, accuse un pauvre petit singe d'être le fauteur de troubles, la punaise de lit de ce monde. Ce singe nous confie donc la responsabilité de sauver la princesse, et donc de calmer la colère du roi. Ok, mais pourquoi accuser quelqu'un à tort sans aucune preuve? Là n'est pas la question. Continuons plutôt vers la prochaine région. Les Gorons sont un peuple puissant, notamment connu pour leur force brute. Pour eux, il est inconcevable de mourir. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé au héros des Gorons. La personne censée être la plus forte, la plus courageuse, mais surtout la plus résistante. Bon, que s'est-il passé? Un grand froid s'est abattu sur la montagne, causé par le boss de cette région. Les Gorons, étant un peuple extrêmement chaleureux et vivant eux-mêmes dans la chaleur, se retrouvent totalement démunis. C'est à ce moment-là que Darmani, le héros des Gorons, décida d'essayer de mettre fin à cet hiver glacial. Malheureusement sans succès. Et c'est là que nous intervenons, lorsque nous allons voir la tombe de Darmani. Il est écrit dessus qu'il nous confie à nous, le héros, le devoir de mettre fin à cet hiver infernal. Nous nous attelons donc à la tâche. Pourquoi autant d'obstination? Là n'est pas la question. Continuons plutôt vers notre prochaine région. Les Auras sont un peuple vivant sous l'eau. La joie de vivre est censée se retranscrire par eux, par leur musique. Mais quand on arrive, on apprend que Lulu, la chanteuse du groupe, a perdu sa voix. Pour cause, ses œufs ont été volés par des pirates vivant dans une forteresse imprenable, gardée 24 heures sur 24. Tout espoir de les revoir étant totalement réduit à néant, Lulu passe son temps au bord de l'océan, sa voix perdue, à regarder l'horizon en espérant qu'un miracle se produise. En espérant qu'un héros vienne l'aider. Mais là n'est pas la question. Continuons plutôt vers notre dernière région. On accepte la chose. C'est souvent l'étape où on commence à remonter la pente petit à petit. La vallée d'Ikana représente très bien cette dernière étape. Les principaux ennemis que l'on trouve dans cette zone sont des squelettes. Il n'y a plus aucun humain. Que ce soit dans les zones ouvertes, dans les souterrains, ou même les bâtiments. Bon. Une théorie super farfelue, non? Je suis d'accord, c'est un peu tiré par les cheveux, mais avouez qu'elle est plutôt plausible, non? Tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant est seulement une interprétation du jeu, que beaucoup aiment faire. En réalité, tout ce que je vous ai raconté concerne une petite partie du jeu. Certes, c'est l'histoire principale, mais ça reste quand même une petite partie. Parce que ce jeu est en réalité immense. Je parle pas en taille de map, je parle plutôt de la partie quête annexe. En effet, durant tout le jeu, on va rencontrer des personnes que l'on va aider, on va récupérer beaucoup de masques, un symbole d'amitié en quelque sorte. On aidera par exemple une petite fille et sa sœur à sauver leur ferme familiale. On aidera un facteur à s'échapper de cette ville. On aidera toutes sortes de personnes, et notamment 2 personnes, à se marier. Anju et Kafei. Cette quête-là, c'est la quête annexe de Zelda Majora's Mask, considérée comme la meilleure d'entre toutes par beaucoup de personnes. Ok, pour faire court, on doit retrouver un homme, Kafei, qui a disparu juste avant son mariage. Pour ça, on fouille. On parle à beaucoup de personnes, on remonte le temps, encore, et encore, jusqu'à trouver la bonne personne à qui parler au bon moment. Parce que Zelda Majora's Mask, c'est ça aussi. C'est ça qui est magique dans ce jeu. C'est le fait de trouver les personnes, observer leur train-train quotidien, et repérer quand est-ce qu'ils peuvent nous apporter quelque chose. C'est là que le voyage dans le temps prend tout son sens. On fait une erreur, hop, retour dans le passé.
On manquait un événement, hop, retour dans le passé. On ne réussit pas à sauver une personne, hop, retour dans le passé. Et au fur et à mesure de ces voyages dans le temps, on parle à beaucoup de PNJ, beaucoup de personnages, on apprend leur rythme de vie, et c'est à ce moment-là qu'on décide d'aller à la fin du jeu. Une fois toutes les quêtes finies, une fois tous les mystères découverts, alors on y va. On finit le boss final, crédit de fin et... retour à la dernière sauvegarde? Non, moi je veux sauver ce monde. Pourquoi on me ramène à la dernière sauvegarde? Laissez-moi sauver tout le monde. Laissez-moi finir cette partie. Est-ce que vous commencez à voir où je veux en venir? Quand j'ai fini un Zelda pour la première fois, il me semble que c'était Twilight Princess sur Wii, je me souviens avoir été dégoûté. Ce plaisir de vouloir explorer le monde sans le méchant final, quand tout le monde est heureux, où tout le monde est délivré. Bah non, rien du tout. Mais là c'est différent avec Majora's Mask. Le truc c'est qu'on s'est rapproché de tous les personnages. Certes, il n'y en a pas énormément, contrairement aux autres jeux Zelda, mais chaque personnage a une histoire qu'on a appris à connaître au fur et à mesure. On a remonté le temps des centaines de fois pour découvrir où et quand il fallait les trouver. Et c'est là que la 6ème étape rentre en jeu. C'est pas une étape racontée par le jeu, c'est plutôt quelque chose vécu par le joueur une fois le jeu fini. La prise de conscience. On prend conscience qu'on ne peut pas sauver réellement ce monde. Certes, on finit le jeu, mais on reprend toujours à l'étape juste avant. Et une fois qu'on comprend ça, qu'on vit ça plusieurs fois, on accepte la chose. Cette étape n'est en quelque sorte pas très différente de la dernière des 5 étapes, l'acceptation. Sauf que là, elle est ressentie directement par le joueur. Il prend conscience qu'il va devoir quitter ce monde en éteignant sa console. Il prend conscience qu'il va devoir laisser tout le monde inquiet sur le sujet de « Mince, mais est-ce que cette lune va réellement tomber ?» Puisque de toute façon, si on sauve le monde, on nous fait voyager vers le passé. On se balade donc. Une dernière fois à travers la ville. En prenant conscience que pour empêcher la lune de tomber, pour sauver tout le monde, il faut pas sauver le monde. Mais plutôt vivre dans le monde. Mais réel cette fois.